Kinshasa, Brazzaville, mesdames et messieurs, merci pour votre confiance que vous essayez d'accorder à cette émission face aux politiques. Face aux politiques, aujourd'hui nous avons le réel plaisir de recevoir un brillant, l'honorable Faustin Toengao. Aujourd'hui nous allons parler sur l'actualité politique qui marque la vie des peuples congolais. Honorable Toengao Faustin, bonjour. Bonjour. Honorable, on peut savoir, en tant qu'analyste, en tant que député national, en tant que politique, nous avons vu la passation pacifique du pouvoir, nous avons vu la coalition, nous avons vu la décision du bureau Mabunda. Par le président s'est fait créer une majorité. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à faire sortir les gouvernements. Qu'est-ce qui peut bloquer? Qu'est-ce qui bloque? Quel peut faire le président pour remédier à cette situation? Bon, je pense que il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'institution président de la République que nous ne pouvons pas le savoir. Lui, il est le chef de l'État. C'est une institution. Je crois qu'il a beaucoup plus d'informations que nous sur la vie de la nation. Et à partir du moment où il a pris l'engagement de travailler avec toutes les composantes de la société congolaise, et au regard de tout ce qui vient de se passer au niveau de l'univers politique, ces bouleversements des institutions, je pense que la formation d'un nouveau gouvernement ne peut pas être une chose facile. Alors si nous sommes en train d'observer tout ce qui se passe, nous croyons savoir que le président doit se trouver certainement devant certaines difficultés. Mais comment le président peut tout le monde dans un cadre qui est l'union sacrée pour mettre des idées ensemble, pour faire évoluer le pays? Mais comment il peut être encore bloqué? Mais il faut savoir de quelle manière l'union sacrée a été constituée. L'union sacrée n'est pas le fruit des élections. L'union sacrée est née d'un changement brusque qui est intervenu et qui a affecté les institutions de la manière que tout le monde connaît. Et à ce niveau, la question qu'on se pose, est-ce que tout ce qui se fait aujourd'hui se fait dans le respect du contrat social qu'on appelle la Constitution, ou se fait en dehors de la Constitution? Et voilà toute la problématique. Mais en ce moment, l'action du président doit consister à la fois à consolider le pouvoir, donc le nouveau régime qui est né avec son avènement au pouvoir, et en même moment, il doit rassurer la population que ce qu'il fait n'est pas en dehors de la norme, et ça se fait dans la légalité, dans la constitutionnalité acceptable par tout le monde. Alors, cette tâche-là n'est pas une tâche aisée. Donc, nous comprenons que le peuple est pressé, c'est patiente pour avoir... La population attend son gouvernement, c'est de son droit, mais la même population doit comprendre aussi que lorsqu'on veut avoir quelque chose de bien, de solide, de consistant, on a besoin d'un minimum de temps. Mais nous avons... Nous avons la ferme conviction que dans les jours qui viennent, on aura un gouvernement. Mais effectivement, on aurait bien voulu que des choses se passent comme prévu. Peut-être que si on avait placé l'informateur à la tête du gouvernement pour former le gouvernement, lui qui avait déjà eu la situation générale, on ne perdrait pas beaucoup plus de temps que ce qu'on a perdre aujourd'hui. Bon, on a choisi un autre Premier ministre. Celui-ci a besoin aussi du temps pour comprendre la structure politique, comment les choses doivent se passer. Le profil du PM, est-ce que ça répond vraiment, son profil répond-il à la charge qu'il est donnée? Bon, mais je pense qu'il faut faire confiance au chef de l'État qui a porté son choix sur Sama Lukonde, mais je ne vois pas ce qui peut manquer à Sama Lukonde pour diriger un gouvernement. Qu'est-ce qu'il manquerait?
il n'est pas né de la dernière pluie. Bien sûr, il est jeune par rapport à son âge, mais il a déjà été au gouvernement parce qu'il a été ministre dans un des gouvernements passés. Matata Ponyo l'a reconnu comme quelqu'un qui a fait partie de son gouvernement. Il n'a pas été médiocre dans ce gouvernement. Et Samalou Condé, il a été nommé Premier ministre pendant qu'il était en train de diriger l'une des grandes entreprises de la République, Gécamine. Donc, lorsque quelqu'un arrive déjà à ce niveau-là, et ce n'est pas de n'importe quoi, ce n'est pas quelqu'un sur qui on peut avoir trop de doutes. Et maintenant, et c'est vrai que diriger un gouvernement de la République, c'est autre chose qu'être ministre, c'est autre chose qu'être dirigeant d'une entreprise. Mais je pense qu'il faut lui donner les bénéfices des doutes. Il faut le voir à l'œuvre et quelques temps après, nous aurons vraiment à se faire une idée sur ce que représente la personne. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'il peut bien faire ce travail. Nous sentons déjà des couacs sur la sortie de ce gouvernement. Alors si ceux qui ne seront pas satisfaits, si l'Assemblée nationale n'investit pas ces gouvernements, à votre avis, est-ce qu'il n'y aura pas risque de dissolution de l'Assemblée nationale? Parce qu'il y aura quoi qu'entre l'Assemblée pour les gouvernements. Ben, c'est vrai qu'on peut avoir de telles inquiétudes. C'est tout à fait légitime. Mais ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que... C'est à ceux-là qui réclament les poids politiques, tout ça. Oui, ce qu'il faut vous dire, c'est que nulle part au monde, on peut retrouver tout le monde au gouvernement de la République. Le gouvernement est toujours sélectif. Vous voyez, on peut avoir beaucoup d'ambitieux, on peut avoir beaucoup de prétendants, mais on ne peut jamais prendre tout le monde pour former un gouvernement. Il y aura certainement des gens qui auraient bien voulu être au gouvernement, qui ne seront pas là. Et tout comme on peut aussi avoir des gens qui seront surpris, qui n'avaient pas assez d'ambition, qui n'avaient pas assez d'attente, mais qui risquent de se retrouver au gouvernement. Est-ce que ce gouvernement aura la confiance de l'Assemblée nationale? Mais à partir du moment où le Premier ministre est l'émanation de l'actuelle majorité parlementaire, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, réalisme oblige, il y a une nouvelle majorité parlementaire qui se retrouve au sein de ce qu'on appelle communément l'Union sacrée de la nation. Alors, à partir du moment où l'Union sacrée de la nation aujourd'hui regorge le nombre le plus élevé de députés nationaux, mais je crois que nous aurons à faire confiance à ces élus du peuple parce qu'ils ont librement pris l'engagement d'adhérer à l'Union sacrée, de rester avec le chef de l'État, de l'accompagner dans sa vision. Mais il n'est pas normal que demain, le gouvernement que le chef de l'État va mettre en place soit rejeté par cette majorité. Sinon, à quoi ça aurait servi qu'on dégage aujourd'hui une majorité de l'Union sacrée telle que voulue par le président de la République, et c'est celui-là qui a désigné le Premier ministre. Ce dernier forme un gouvernement, le gouvernement qui sera rendu public par ordonnance du chef de l'État. Le chef de l'État compte justement sur la majorité qu'il a aujourd'hui, de la manière que tout le monde connaît, au niveau de l'Assemblée nationale, pour que ce gouvernement soit investi. Si le contraire pouvait arriver, eh bien, ça ne sera pas non plus quelque chose d'extraordinaire parce que ça peut arriver. Et dans notre pays, ici, cela est déjà arrivé à la Première République et qu'on forme un gouvernement, ça arrive au niveau de l'Assemblée et ce gouvernement ne bénéficie pas de la confiance de l'Assemblée. C'est déjà arrivé. Et en ce moment, nous retomberons dans une crise politique et institutionnelle assez grave. Honorable réforme sur la loi électorale, le président de l'Assemblée nationale l'a souligné que cette session sera plus basée sur les réformes. D'autres parlent du recensement. À votre avis, qu'est-ce qui peut être prioritaire? C'est une question assez délicate. C'est une question assez délicate. Et, évidemment, lorsqu'on a besoin des élections justes, des élections
bien organisées, des élections avec moins de risques de fraude. Et il faut avoir une idée précise sur le nombre de la population, sur le nombre des électeurs, d'où la nécessité d'un recensement. Alors, est-ce que ce recensement, il faut le faire aujourd'hui et maintenant? Bon, c'est difficile. Il y a effectivement un risque que si on s'engage aujourd'hui dans les opérations de recensement, ça peut avoir des incidences, une incidence sur la programmation des élections à tous les niveaux. Ça peut avoir des incidences et ça peut permettre à ce qu'on puisse reculer un peu la date des élections au lieu de l'avoir en décembre 2023 et on peut risquer de basculer vers 2024 ou 2025. Voilà, ça c'est un risque. Mais est-ce qu'on peut organiser les élections sans le recensement? Mais nous l'avons déjà fait en 2006, nous l'avons fait en 2011. Vous voyez, il n'y a pas eu de recensement, mais il y a eu au moins l'opération d'identification des électeurs. Vous voyez, on doit enregistrer les électeurs. Et nous avons déjà un fichier électoral qui est là et qui a été jugé perfectible par des observateurs qualifiés, internationaux. Alors, pourquoi ne pas partir de cette base pour voir ce qu'on peut corriger? Et tout en sachant aussi que depuis 2018, il y a beaucoup de nouveaux majeurs. Vous voyez, les enfants qui n'avaient pas l'âge d'électeur en 2018, en 2023, ils seront majeurs et ils ont droit au vote. Il faut les reconnaître. D'où l'obligation de faire au moins ce qui peut paraître minimum. C'est notamment l'identification des électeurs, l'enregistrement des électeurs. Ça, c'est incontournable. Alors, est-ce qu'on peut coupler ces deux opérations à la fois, l'identification des électeurs et le recensement? C'est une question technique, il faut que les spécialistes s'investissent à ce niveau pour savoir si c'est réalisable. Donc, autant nous avons besoin d'avoir les élections en 2023, mais autant il y a aussi le souci d'éviter les problèmes qui ont caractérisé les élections de 2016 et de 2011. Vous voyez, s'il y a lieu d'éviter cela, pourquoi ne pas éviter? Mais est-ce que organiser le recensement signifie automatiquement repousser la date des élections? C'est là où la CENI, on a besoin de la CENI dans un avenir proche pour que la CENI étudie la question et arrive à dire à la population congolaise que c'est possible ou ce n'est pas possible. Mais si on doit conditionner la mise en place de la CENI, donc la désignation des dirigeants de la CENI aux réformes électorales, aux réformes du processus électoral, ça risque effectivement de retarder ces élections. Mais autant avoir la CENI, et avec la CENI, on peut étudier la question. Mais alors, il faut pour cela une option, et cette option nécessite un consensus national, parce que chaque partie prenante a son agenda. Nous venons de sortir d'une réunion de l'Église du Christ au Congo, qui vient de présenter son agenda. Vous voyez, l'Église a son agenda, l'Église catholique a son agenda, la société civile en général a son agenda, les forces politiques, chacune a son agenda. Sur la question, alors, au tas d'agenda, il y a une nécessité d'une concertation sur la question électorale précisément, afin qu'on dégage un compromis et permettre au peuple congolais de s'engager sur une voie consensuelle. Honorable, est-ce que 2 ans déjà depuis que le président Félix est à la tête du pays, nous avançons? Est-ce que, à votre avis, est-ce que Félix Tshisekedi, dès qu'il va finir son mandat, il sera acclamé vraiment par la population? Sera-t-il acclamé? Bon, vous dites bien dès qu'il va finir son mandat, mais il est encore loin de finir son mandat. De voir tous ces couacs, tous ces retards.
Bon, effectivement, il y a... Actuellement, honorable, la population souffre. La population commence à réclamer l'époque de Kabila. Bon, ça dépend. Il y en a qui pensent que la situation est bonne maintenant. Il y en a qui estiment que la situation est devenue plus catastrophique qu'à l'époque de Kabila. Il y en a qui pensent que non, dans les jours qui viennent, ça va marcher avec l'union sacrée. Eh bien, voilà. Je pense que laissons l'État au temps pour qu'on soit à mesure d'avoir le plus d'éléments possible pour répondre à cette question. Il est prématuré de dire qu'il sera applaudi, il ne sera pas applaudi à la fin du mandat parce qu'on n'est pas encore à la fin du mandat. Honorable, en tant que député, représentant du peuple, M. Caleb Moutombe, l'ancien patron de l'ANR, jusqu'à présent recherché par la justice, suite aux actes de torture qu'il a posés lors de son règne. Est-ce que ce n'est pas un règlement des comptes? Il y a eu plusieurs plaintes contre Caleb Moutombe. Ce n'est pas un règlement des comptes, ce n'est pas un acharnement comme disent les autres. Ou Caleb mérite ce qu'il a semé, il doit être jugé par la justice. Je ne suis pas du pouvoir judiciaire pour donner un avis objectif sur cette question, mais je note tout du moins que M. Caleb a été responsable d'un service public de l'État. Mais lorsque on l'accuse d'avoir torturé, d'avoir arrêté arbitrairement, d'avoir fait souffrir les gens, est-ce que c'est vraiment Caleb comme individu ou c'est l'État congolais à travers son service qui mérite d'être poursuivi? Là, il y a une problématique. Si c'était encore d'autres interpellations, alors mais voilà, même les Kabila doivent... Mais voilà les dangers. Voilà les dangers. Est-ce que c'est Caleb qui a arrêté les gens, lui comme individu, Caleb Moutombe, voyez, ou c'est le service de l'État qui a fait ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à Caleb? Voyez, et qu'est-ce que Caleb a fait qui ne se fait pas aujourd'hui? Les mêmes services que Caleb, les présidents, voyez, les services que Caleb a dirigés continuent. Ceux qui sont là aujourd'hui sont ceux qui ont travaillé avec Caleb. Est-ce que Caleb, pendant qu'il était là, il était seul aux commandes, mais il avait des gens, il travaillait avec une équipe, avec des gens. Ce sont les mêmes qui sont là aujourd'hui. Et comment on peut isoler seulement Caleb et trouver que les autres étaient les meilleurs, étaient des saints, étaient des hommes pacifiques et ils n'avaient rien à voir avec ceux qui avaient reproché à Caleb. Seront interpellés. Non, on parle d'abord de Caleb comme responsable des services de sécurité à son temps. Est-ce qu'il était seul dans ses services? Pourquoi lui seulement doit être poursuivi? Et pourquoi pas ses collaborateurs qui sont là aujourd'hui en train de faire le même travail? C'est la question qu'on peut se poser. Même des ordres, fais ceci, fais cela. Ah, mais ça, il faut le prouver. Il faut le prouver encore. Mais il le faisait au nom de l'État congolais. Il ne faisait pas à titre individuel. Il le faisait au nom de l'État congolais. Mais je pense qu'on doit savoir distinguer les actes de l'individu Caleb et les actes posés par Caleb comme représentant d'un service public de l'État. Vous voyez? Donc c'est une question qui mérite vraiment d'être bien appréciée et pour que ça ne soit pas un précédent dangereux. Parce que si chaque fois qu'on doit avoir un nouveau régime et croire que si quelqu'un a souffert dans ce régime-là, c'est la faute de ce monsieur, mais alors il faut remonter jusqu'à Lumumba qui a fait torturer Lumumba. Où sont-ils aujourd'hui? Vous voyez? Il y a beaucoup d'autres Congolais qui sont morts. Il y a des gens qui étaient exécutés ici au stade. Il y a un stade qu'on appelle ça des martyrs. Vous voyez? C'est des gens qui étaient pendus. Alors, c'est toute une équipe qui a contribué à ça. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'on a fait d'eux? Mais si ça doit être la règle, que chaque fois qu'il y a changement de régime, on doit se mettre à poursuivre, vous voyez, les responsables des services. Je crains seulement que ça soit une tradition, un précédent dangereux pour la République, parce qu'on ne sait pas là où ça peut nous amener. Honorable, vous venez de sortir franchement de votre vacances parlementaire.
venez de visiter votre population. Quels sont les désirata de la population de votre population? Le problème de ma circonscription électorale, le territoire de Bassoko, parce que je suis élu du territoire de Bassoko dans la province de la Chopo, sont les mêmes que ceux qui se posent dans d'autres parties de la République. Est-ce que vous essayez quand même de faire quelque chose à l'Assemblée nationale? Mais bien sûr, au même moment que les autres. Nous, notre erreur, c'est de faire le plaidoyer, hein, de montrer à l'opinion ce qui se passe au niveau des populations, afin que le gouvernement, qui a la responsabilité d'assurer le mieux-être de la population, de réaliser des projets en faveur de la population, fasse parfaitement son travail. Nous, députés, nous faisons les nôtres. Nous venons des vacances parlementaires, nous avons déposé les rapports, et dans ces rapports, nous avons stigmatisé les problèmes d'insécurité. La population est confrontée à un problème sérieux d'insécurité. Les forces de l'ordre, l'armée comme la police, n'arrivent pas à harmoniser la vie avec la population. Vous voyez, ça fait un problème. Il y a des morts d'hommes. Vous voyez, nous avons des problèmes des exploitants forestiers, des exploitants miniers qui s'accaparent comme ça des terres, des forêts, hein, des populations autochtones. Et ces populations trouvent qu'ils sont expropriés. Avec les autorités de la France. Ah, mais ça c'est justement à vérifier. Alors, lorsque ces populations revendiquent, ils sont torturés, ils sont arrêtés, ils sont mis en prison, ça fait un problème. Vous voyez, il y a ensuite le problème des routes. Vous voyez, la population n'est pas en mesure de circuler parce que les routes n'existent pas. Il n'est pas normal que moi, quand j'arrive à Kisangani, le chef-lieu de la province de la Chopo, que je ne sois pas en mesure d'atteindre Bassoko par route. Je ne peux pas prendre ni la moto, ni le vélo, moins encore le véhicule pour arriver à Bassoko. Je suis obligé d'utiliser seulement le fleuve. Vous voyez, et quand vous arrivez à Bassoko pour atteindre le chef-lieu des secteurs et des chefferies, c'est le chemin de la croix. Donc, comment avec cette situation, la population peut s'adonner aux travaux des champs, parce qu'ils savent que lorsqu'ils doivent produire, mais ils ne seront pas évacués le produit de leur champ au niveau des centres de consommation. Ça fait un problème, cela contribue à aggraver la pauvreté et cela fait que la population reste toujours dans la misère la plus noire. Et sans oublier le fait que quand on est dans un coin de Bassoko, dans différents coins de Bassoko, dans le secteur de chefferie, on est perdu parce qu'on ne peut pas communiquer avec le monde. On ne peut pas communiquer avec la capitale, on ne peut pas communiquer avec les chefs-lieux de la province. Il n'y a pas de moyens de communication. Donc ce sont des problèmes assez sérieux, en plus des problèmes de la santé, en plus des problèmes de l'éducation, voyez, qui se posent. Donc des problèmes, les mêmes problèmes qu'on peut enregistrer dans les autres circonscriptions électorales. Nous sommes à la fin de notre entretien. Juste un mot, un message adressé aux autorités du pays qui vous suit et puis à votre population de la Chopo et la population congolaise. Merci beaucoup pour l'opportunité. Je pense que le pays se trouve aujourd'hui à la croisée du chemin. Notre prière, c'est que Dieu agisse sur nous, que le Saint-Esprit agisse sur nos dirigeants, afin que nous puissions nous engager sur une voie qui rassure la population, et une voie qui puisse procurer la paix, hein, une voie qui puisse procurer le bien-être, qui puisse permettre à la population de vivre dans les meilleures conditions possibles. Et nous souhaitons vivement que le gouvernement, le nouveau qui est attendu, puisse arriver, puisse commencer le travail, parce qu'on attend beaucoup de ces gouvernements, et que ces gouvernements puissent ne pas seulement s'intéresser aux querelles politiciennes qu'on observe dans la ville de Kinshasa, la capitale, mais qu'on puisse savoir que la majorité de la population congolaise vit en dehors de Kinshasa, et dans les milieux ruraux. Cette population est en train de souffrir, et de souffrir atrocement, que ce gouvernement ne s'arrête pas seulement à gérer les problèmes politiques, vous voyez, ici à Kinshasa, mais qu'il s'intéresse aux
conditions de vie de la grande majorité de la population qui se trouve à l'intérieur, dans les provinces, dans les territoires, dans les chefferies et dans les secteurs. Dans votre langue, si vous pouvez adresser votre population de la Diola. Basoko parle lingala. Alors, nako yebisa ke tozali kolekisa tango moko ezali ya mikakatano mingi pona mboka. Loko yo bandeko na biso ya mboka basengi ezali ke bakonzi ya mboka, président ya république, surtout gouvernement bazali kozila et gouvernement wana etia manoki que tant gouvernement na ekotiama mosala na ye esalema na ndenge elongo bani et que gouvernement wana ekanisa te ke problème ya Congo ezali kaka oyo tozali komona awa na Kinshasa, ba conflit entre ba institutions, ba politiciens ndenge bazali ko bunda po ke oyo ya longwa oyo ya kota oyo ya neutraliser oyo ya sala boye, mais mosala munene ezali pona ko bongisa ba conditions de vie ya population et population munene ezali awa na Kinshasa te, ezali na ba province, na ba territoire, na ba chefferie pe na ba secteur. Kuna nde pasi ya ba congolais ezali komonana insécurité ya makasi, banzela ezate classe bana bakotanga na bakonzi moko très difficile, santé bakisi ezali te, bato bakufa na mamalani moko ezangi tina. Alors kuna nde miso ya gouvernement esengeli emona poke esunga bato baye bako kanisa ke na mboka na biso tozana bakonzi bako kanisa biso tango nyonso que souffrance ya population ekosila te, mais ekita moi muke kwa bato ba sepela ke oui tozali ko avancer. Voilà. Nous venons de recevoir l'honorable Faustin Touengao. Il est un habitué, alors il est aussi quelqu'un qui a beaucoup fait dans l'université de Kisangani. C'est parmi les rares recteurs qui ont marqué l'université de Kisangani. Et avec moi, on se retrouve prochainement pour un autre numéro. Merci.